c'est Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone pour entamer cette demi-heure d'émission, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour Arnaud et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. La question c'est, qu'est-ce que c'est qu'un scénario de risque aujourd'hui sur l'inflation? Partant du constat, Arnaud, qu'on peut tous dresser que par rapport à ce qu'on imaginait en début d'année, l'inflation a atteint des niveaux sans doute plus élevés que ce qu'on anticipait, se maintient à des niveaux plus élevés pour plus longtemps que ce qu'on imaginait. Et donc, partant de ce constat-là, qu'est-ce que c'est qu'un scénario de risque aujourd'hui sur l'inflation, Arnaud ? Et le point important, effectivement, c'est ça, c'est que tout le monde avait en tête, y compris les banquiers centraux, que l'inflation allait être transitoire. Et le mot transitoire, qu'est-ce qu'il signifie en termes de nombre de mois? Est-ce qu'on n'est pas parti pour que ça dure un peu, une inflation plutôt persistante et non pas forcément que transitoire. Donc évidemment ça passe par d'abord l'énergie, donc on a plusieurs fois fait écho, donc le gaz qui atteint des niveaux équivalents de pétrole très élevés, aux alentours de $160, avec une Russie qui au passage livre peu de volume à l'Europe, et c'est des choses qui sont surveillées quotidiennement. C'est une des raisons pour laquelle le prix du gaz monte beaucoup. Il y a aussi d'ailleurs au passage une autre raison, les stocks de gaz ont été très bas en Europe, y compris parce que il y a eu moins de vent en mer du Nord et en mer Baltique, et donc on a dû taper dans les stocks plus tôt cette année que dans les autres années à l'approche de l'hiver. Et ça entraîne évidemment aussi des répercussions sur le prix du charbon et sur l'électricité qui est liée au prix du gaz. Et donc, est-ce que oui ou non on aura des effets de second tour? Donc ça passera d'abord évidemment par le secteur naturel qui est le transport, mais aussi il nous semble qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'évidemment il y a d'autres secteurs qui vont être impactés, comme la chimie ou de manière générale l'ensemble de secteurs industriels qui ont pas mal besoin d'énergie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un déplacement de la demande qui était assez axé service, et avec la réouverture des économies, évidemment, il y a une demande de biens qui s'est faite un peu de manière synchrone partout dans le monde, ce qui fait que les ajustements vont prendre bien plus de temps que ce que les observateurs imaginaient. D'autant plus qu'en fait, oui ou non, on aura des sujets de coûts salariaux, de hausse de coûts des salaires. Évidemment qu'on a en tête, il y a des pénuries de manœuvres dans le secteur, par exemple en France, l'hôtel, restaurant, loisirs. Mais si on fait un point sur les États-Unis, donc il y a eu les chiffres de création d'emplois qui ont été peut-être décevants en vendredi dernier, mais c'était plutôt un bug statistique. Il nous semble que c'est assez étonnant le fait qu'il n'y a pas eu de création d'emplois, notamment dans le secteur de l'enseignement, à la veille de la rentrée scolaire. Le point important, c'est qu'effectivement aujourd'hui, le déséquilibre est très fort entre l'offre et la demande dans ce marché du travail. On a 7,7 millions de chômeurs pour 10,9 millions de postes ouverts. Et donc ça se traduit en salaire. Et donc les salaires mensuels ont monté de plus 0,6 en septembre, même si août a été révisé un peu à plus 0,4. Mais il faut se rappeler, Grégoire, que pendant 20 ans, on avait des chiffres plutôt aux alentours de 0,01 par mois. Donc en rythme annuel, là, les 3 derniers mois, ça en est à 5,5% de hausse, y compris d'ailleurs les salaires des non-cadres, parce qu'il y avait toujours eu l'idée de dire « Ah ben oui, mais les bas salaires montent ». Et là encore, les salaires des non-cadres montent aussi. Et d'ailleurs, ça se traduit, donc pour venir à la scène, pour illustrer le propos, ce que c'est qu'un scénario alternatif, c'est on aurait des anticipations d'inflation qui montent encore, à l'image de franchement, vous avez vu récemment l'inflation anticipée en zone euro qui a beaucoup monté, d'ailleurs plus vite que l'inflation anticipée aux États-Unis. C'est-à-dire que sur un mois, l'inflation anticipée aux États-Unis, ça monte en gros une dizaine de BP à 2,5 sur le 10 ans. Il vaut mieux parler d'inflation à 10 ans parce que, évidemment, l'inflation à 1 an ou 2 ans est tellement perturbée par les aléas du prix du baril. Mais à 10 ans, c'est ce que regardent les marchés et les banquiers centraux. C'est 2,50 d'anticipé aux États-Unis, après plus 10, une dizaine de BP récents. Mais en zone euro, c'est là aussi il faut faire attention, c'est que l'inflation anticipée en zone euro a bien monté. 35 points de base pour atteindre les 1,75 aujourd'hui. Donc il nous semble que d'ailleurs la BCE va regarder le niveau
actuelle, les 1,75, mais aussi la rapidité à laquelle on atteint. Si ça monte de 35 BP par mois, c'est là où effectivement la vitesse va tellement surprendre que tout le monde focus effectivement sur la Fed qui va entamer donc son tapering, donc c'est-à-dire le ralentissement des achats à partir il nous semble qu'il pourrait l'annoncer en novembre pour une mise en place en décembre, avec une hausse des taux dans la foulée, c'est-à-dire à l'automne, automne 22, mais les marchés anticipent aussi une première hausse de taux BCE pas si loin après, quelques mois après, donc au printemps 23. Voilà. Ça veut dire, Arnaud, ça veut dire que le niveau d'inflation, enfin quand même, les banques centrales ont cherché, à travers leur politique monétaire, à générer ce rattrapage de l'inflation. Vous dites, on est peut-être en train de basculer dans un scénario qui mettrait les banques centrales dans des situations inconfortables. Oui, d'autant plus que la BCE accorde, il nous semble, plus de poids aux anticipations d'inflation que la Fed, et la vitesse d'augmentation des anticipations d'inflation peut-être surprendre. C'est-à-dire que, comme d'habitude, dans le monde obligataire, c'est pas forcément des choses douces et progressives qui arrivent, mais c'est plutôt des marges d'escalier un peu fortes. On l'a vu d'ailleurs sur les 10 ans américains, c'est-à-dire que tout d'un coup, il ne bougeait pas, et tout d'un coup, il a pris 30 centimes aussi. Et d'ailleurs, le Bund aussi a monté Donc c'est plutôt des grosses marges d'escalier, et c'est pas facile à piloter, ces marges d'escalier, parce que l'ampleur des marges peuvent être fortes. Et donc, dans ce scénario-là, en fait, il faudra avoir en tête que il n'y a aucune classe d'actifs qui réellement tirait son épingle du jeu. C'est-à-dire qu'on aurait évidemment les obligations qui marqueraient le pas, encore plus qu'elles le font aujourd'hui, les actions qui subiraient, alors les actions de croissance encore plus que les actions value, c'est-à-dire les financières pourraient surperformer les indices, et c'est pas pour autant qu'elles progresseraient en absolu, quoi. Et on aurait peut-être, en fait, on aurait une appréciation peut-être certaine du dollar. C'est peut-être sur les devises qu'il y aurait plus de variations positives à attendre de certaines classes d'actifs. Évidemment, on pourrait jouer sur l'inflation anticipée, parce qu'il y a des stratégies, d'ailleurs, qu'on a au sein de la maison CPRM, où on peut s'investir justement sur les inflations anticipées. À surveiller de près, parce que, encore une fois, c'est des choses qui sont à piloter par les banquiers centraux, mais c'est plutôt une route de crête. C'est-à-dire que c'est un peu d'un côté comme de l'autre, il y a quand même quelques risques. Et donc, faire toujours confiance aux banquiers centraux, évidemment. Le mot transitoire va être obligé d'être expliqué en long et en large pendant encore quelques temps de la part des banquiers centraux. Et puis, il y a le risque chinois, je le disais en introduction, Arnaud, qui n'est pas complètement éteint, loin de là, visiblement, ne serait-ce que sur la partie immobilière. On voit quand même des défauts, en tout cas des retards de paiement, de non-paiement qui s'accumulent au-delà du seul cas Evergrande. Et puis, la question tout simplement du rythme de la croissance chinoise à court terme. Est-ce qu'on a quand même regagné un peu de visibilité? Est-ce qu'on a l'idée d'un plancher peut-être pour l'économie chinoise aujourd'hui, Arnaud, ou est-ce qu'on n'y est pas encore? Non, je pense qu'on n'y est pas encore. Et en fait, le message est plutôt de prudence à court terme. Évidemment, à long terme, il y a telle capacité, tel potentiel. Mais à court terme, il nous semble qu'il vaut mieux préférer les pays développés aux pays émergents. Il nous faut la visibilité, effectivement, sur le ralentissement de la croissance chinoise. On n'est pas sûr d'avoir vu le plancher. Et deux, la régulation qui, évidemment, on voit bien que le Xi Jinping met plus en avant le front idéologique au pragmatisme économique. Et donc, ça a touché beaucoup de secteurs, la régulation, la tech, la technologie, l'éducation, les jeux, la pharmacie, et on va voir ce qu'il fait sur l'immobilier. Donc, pour l'instant, il nous semble qu'il y aura des meilleurs moments pour entrer sur les pays émergents, et qu'il vaut mieux privilégier les pays développés. Merci beaucoup Arnaud, merci pour vos commentaires du jour et vos remarques de marché. Arnaud Faller qui était avec nous par téléphone, le directeur des investissements de CPR Asset Management.